That's Anne Margaret in Bye Bye Birdie. She went on to work with the likes of Steve McQueen and, of course, the King, Elvis Presley. Depuis de nombreuses années, Anne Margaret est une célébrité chérie, réputée pour ses performances éblouissantes et son charme classique. Cependant, au-delà de son métier fastueux, il existe une histoire parallèle intrigante impliquant Elvis, le roi du rock and roll. Anne Margaret, 83 ans, a récemment parlé de son amitié avec Elvis. De leur alchimie captivante à l'écran dans le film Viva Las Vegas à leur véritable relation, leur connexion était électrique. Dans cette vidéo, nous examinerons la remarquable transformation d'Anne Margaret, d'une star naissante dans les années 1960 à l'un des personnages les plus reconnaissables d'Hollywood. Nous découvrirons également les détails francs et sincères qu'elle a révélés concernant sa relation avec Elvis. Née le 28 avril 1941 dans la petite ville suédoise de Valjeburen, dans la municipalité de Krokom, comté de Jämtland, Anne Margaret Olsen a grandi. Situé en hauteur, près du cercle polaire arctique, ce petit village était caractérisé par Anne Margaret comme étant peuplé d'agriculteurs et de bûcherons. Avant la naissance d'Anne Margaret, ses parents avaient immigré aux États-Unis, mais ils sont brièvement retournés en Suède avant de s'installer dans le pays. Anne Margaret a eu une enfance intéressante. Karl a pris la décision de retourner en Amérique après la naissance d'Anne Margaret. Bien que sa femme, Anna, ait d'abord hésité à partir, il a quitté la Suède pour s'installer à nouveau. Karl a voyagé seul, mais Anna et la petite Anne Margaret sont arrivées aux États-Unis avec lui en 1946. En 1949, Anne Margaret avait officiellement rejoint son nouveau pays en tant que citoyenne américaine naturalisée. Anne Margaret a commencé sa carrière dans le divertissement dès son plus jeune âge. Elle a commencé à suivre des cours de danse à la Marjorie Young School of Dance. Elle a tout de suite fait preuve d'une habileté naturelle, elle était capable d'imiter facilement tous les mouvements et routines de danse qui lui étaient enseignés. Ses compétences en développement ont reçu beaucoup d'encouragement de la part de ses parents. Il a fallu beaucoup de travail à sa mère pour confectionner tous les vêtements d'Anne Margaret à la main. Après que Karl ait subi une blessure catastrophique au travail, la mère d'Anne Margaret a accepté un emploi de réceptionniste dans un salon funéraire pour aider à subvenir aux besoins de la famille. L'amour d'Anne Margaret pour le spectacle a grandi malgré ses obstacles. Elle a commencé à apparaître dans de nombreuses séries télévisées lorsqu'elle était jeune. Parmi eux figuraient l'Amateur Hour de Ted Mack, le Breakfast Club de Don McNeil et l'Amateur Hour de Maurice B. Sachs. Elle a acquis une visibilité et une expérience grâce à ses premières apparitions. Anne Margaret est allée au lycée New Trier de Winnetka, dans l'Illinois, alors qu'elle était encore lycéenne. C'était une école importante, réputée pour produire des élèves doués. Remarquablement, Rock Hudson et Charlton Heston, deux autres futurs stars de cinéma, ont également reçu leur diplôme de la même institution. Un élément essentiel du chemin d'Anne Margaret vers la gloire a été son mandat à New Trier. Anne Margaret est devenue membre de The Suppletones alors qu'elle était adolescente. À Las Vegas, ce trio s'est produit au Dunes Hotel and Casino. C'était un lieu très apprécié qui accueillait fréquemment des artistes de renom comme Tony Bennett et Al Hirt. Le comédien et artiste de renom George Burns a découvert les spectacles d'Anne Margaret alors qu'elle était à Las Vegas. Après avoir été impressionné, Burns lui a demandé d'essayer sa production annuelle de Noël. Anne Margaret a passé une audition réussie. Elle a montré son talent et son charme incroyable dans un numéro de chaussures souples avec George Burns. Le magazine Variety a remarqué la popularité de l'émission. Ils ont félicité Anne Margaret déclarant qu'elle était un trésor pour George Burns. Elle possède un style distinct qui peut facilement la propulser vers la célébrité. La carrière d'Anne Margaret a été grandement facilitée par cette reconnaissance qui l'a rapprochée de devenir une figure bien connue de l'industrie du divertissement. Les premières années d'Anne Margaret ont été caractérisées par la persévérance et les efforts acharnés. Elle a surmonté de nombreux obstacles pour poursuivre ses aspirations, depuis sa modeste éducation en Suède jusqu'à son grand succès à Las Vegas. Elle est devenue l'une des artistes les plus renommées de son époque, la Songbird, et son parcours est un hommage à son talent et à sa ténacité. Lorsque Anne Margaret a commencé à enregistrer pour RCA Victor en 1961, sa carrière musicale a véritablement décollé. Lost Love était sa première chanson avec eux. Son parcours fascinant dans l'industrie musicale ne faisait que commencer. Et la voici, son premier album. Hollywood a enregistré Anne Margaret. La musique de l'album a été organisée et dirigée par le talentueux Marty Paich. Nashville, une destination bien connue de la musique country, a servi de lieu d'enregistrement pour les albums suivants d'Anne Margaret. Elle a collaboré avec les Jordanaires, les choristes d'Elvis Presley et Chet Atkins. George Burns, son instructeur, écrivait fréquemment des notes de pochette pour ses enregistrements. La voix d'Anne Margaret était séduisante, rauque et contralto, lui donnant un style de chant unique.
En faisant enregistrer des chansons qui ressemblaient à celles d'Elvis Presley, RCA Victor espérait profiter des comparaisons avec la chanteuse. Une interprétation de Heartbreak Hotel était l'un de ses morceaux. La chanson I Just Don't Understand du deuxième album d'Anne-Margrethe était l'un de ses plus grands succès. En août 1961, la chanson fait ses débuts au numéro 17 du Billboard Top 40 où elle reste pendant 6 semaines. En raison de son immense influence, les Beatles ont même joué cette chanson en 1963. Le talent d'Anne-Margrethe a été reconnu en 1962 lorsqu'elle a reçu une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur nouvel artiste. Malgré ce succès précoce, Beauty and the Beard, le seul album d'Anne-Margrethe à atteindre les charts, sort en 1964. Al Hirt, trompettiste, l'accompagne sur ce disque. La carrière d'Anne-Margrethe comprend également d'autres événements marquants. Elle est apparue dans l'émission télévisée alors populaire Jack Benny en 1961. Lors de la 34e cérémonie des Oscars en 1962, elle a chanté la chanson-titre du film Bachelor in Paradise. Elle avait déjà obtenu un succès significatif dans sa carrière musicale lorsque son contrat avec RCA Victor prit fin en 1966. Selon le magazine Life, ces disques s'étaient revendus à plus d'un demi-million d'exemplaires en 1963-3. Avec des chansons figurant dans les charts dance, la carrière musicale d'Anne-Margrethe a connu une renaissance à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Love Rush, qui a atteint la 8e place des charts disco et dance en 1979-9 était son single le plus populaire au cours de cette période. Son adaptabilité et sa capacité à s'adapter aux tendances musicales changeantes ont été démontrées tout au long de cette période. Anne-Margrethe et Art Greenhow ont enregistré l'album God is Love, The Gospel Sessions en 2001. Elle a reçu une nomination au Grammy Award pour ce disque, ce qui était important car il s'agissait de sa première nomination en 40 ans. De plus, le CD a été nominé pour un Dove Award pour le CD Gospel de l'année. Elle a ensuite sorti la collection Christmas Carol d'Anne-Margrethe en 2004, que Greenhow a également produit et arrangé. Anne-Margrethe et Art Greenhow ont poursuivi leur collaboration fructueuse en 2011 avec la publication de God is Love, The Gospel Sessions 2. Son talent continu et son amour de la musique ont été encore démontrés par ce CD. Au fur et à mesure que la carrière musicale d'Anne-Margrethe se développait, elle retourna en studio en 2023-3 pour enregistrer un nouvel album sous le label Cleopatra Records. 13 chansons célèbres, telles que Splish Splash, Earth Angel et Son of a Preacher Man, ont été reprises sur l'album Born to be Wild. Elle et Pat Boone ont également enregistré une nouvelle version de Teach Me Tonight. Plusieurs artistes bien connus, dont Pete Townshend et les Oak Ridge Boys, ont fait des apparitions sur l'album. Le 14 avril 2023-3, Born to be Wild est disponible sur tous les services de streaming, vinyle et disques compacts. Le grand écran. Lorsqu'Anne-Margrethe a enregistré un test d'écran pour la 20th Century Fox en 1961, cela a marqué un tournant dans sa carrière. Elle a signé un contrat de 7 ans avec le studio grâce à sa performance exceptionnelle. Elle a fait ses débuts au cinéma dans Pocketful of Miracles de Frank Capra après avoir été prêtée à United Artists. Ce film était une reprise du film original de Capra de 1933-3, Lady for a Day. Anne-Margrethe est apparue avec la grande Bette Davis dans Pocketful of Miracles. Anne-Margrethe a remporté son premier Golden Globe pour sa performance dans le film. Elle a partagé le prix de la nouvelle actrice de l'année avec Christine Kaufman et Jane Fonda. Lorsqu'Anne-Margrethe a joué dans une adaptation en 1962 de la comédie musicale State Fair de Rodgers et Hammerstein, elle a assumé une nouvelle tâche. Dans cette interprétation, elle incarne Emily, une méchante fille, face à Pat Boone et Bobby Darin, deux chanteurs bien connus. Le studio a rejeté l'audition initiale d'Anne-Margrethe pour le personnage de Margie, la gentille fille, parce qu'il la trouvait trop sexy pour cela. Selon le livre d'Anne-Margrethe, ses rôles semblaient représenter les deux aspects de sa personnalité. Sur scène, elle se caractérisait comme vive et séduisante, mais en dehors de la scène, elle était calme et réservée. Selon elle, c'était comme passer de Little Miss Lollipop à Sexpot Banshee. Dans une rétrospective de Filming en 2021, Stephen Wagg a déclaré que la présence et l'intensité d'Anne-Margrethe étaient ce qui l'avait amenée à être décrite comme une mauvaise fille. En fait, elle a mieux joué dans des rôles qui reflétaient qui elle était vraiment. Les plus grands rôles d'Anne-Margrethe, selon Wagg, étaient ceux dans lesquels elle incarnait une femme joyeuse et vive, avec une étincelle dans les yeux. Lorsqu'Anne-Margrethe a joué Kim dans le film Bye Bye Birdie de 1963-3, sa carrière a décollé. Elle est devenue extrêmement célèbre grâce à son rôle. Ce fut une grande occasion lorsque le film a fait ses débuts au Radio City Music Hall et dès sa première semaine là-bas, il est devenu le film le plus rentable.
Pour la deuxième fois, Anne-Margrethe fait la couverture du magazine Life. Ses incroyables talents de danseuse ont été présentés dans le magazine qui plaisantait en disant qu'ils avaient presque remplacé le chauffage central du théâtre. Elle a été nominée pour le Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle dans Bye Bye Birdie. Anne-Margrethe a également montré ses compétences à la télévision. Elle a fourni la voix d'Anne Margrock, un personnage animé de la série télévisée à succès The Flintstones. Elle a chanté The Little Lamb, une berceuse, et son dernier tube rock, Ain't Gonna Be a Fool, dans l'émission. Malgré ses nombreux hauts et bas au cours des années 1960 et 1970, Anne-Margrethe a toujours su captiver le public par son charme et ses capacités. Ses performances révolutionnaires dans Viva Las Vegas et Bye Bye Birdie ont fait d'elle l'une des nouvelles stars les plus médiatisées d'Hollywood. Mais tous les projets sur lesquels elle a travaillé pendant cette période n'ont pas été couronnés de succès. Anne-Margrethe a connu une série d'échecs au box-office en 1965. Kitten with a Whip était son premier film de l'année. Anne-Margrethe incarne dans ce film une adolescente perturbée qui s'implique avec un homme politique. Malgré sa performance dramatique et puissante, le film n'a pas eu de bons résultats au box-office. Elle a ensuite réalisé une autre comédie romantique musicale, The Pleasure Seekers, mais celle-ci n'a pas non plus bien fonctionné. Anne-Margrethe avait hâte de se lancer dans Back in Town de Buzz Riley, son prochain projet. William Inge, qui a écrit son film préféré, Splendor in the Grass, a également écrit celui-ci. Malheureusement, Inge était tellement insatisfaite du résultat final que son nom a été retiré du générique. Le film n'a pas eu l'impact que tout le monde espérait, mais le rôle d'Anne-Margrethe dans Once a Thief était censé être une grande pause pour l'acteur français Alain Delon aux États-Unis. Une occasion importante a été perdue par Anne-Margrethe pendant ce temps. Plus tard, elle a découvert qu'elle avait reçu une offre pour le rôle principal de Cat Ballou. Ce film est devenu un énorme succès et a été nommé l'un des meilleurs westerns jamais réalisés par l'American Film Institute. Elle n'a pas été consultée lorsque son agence a refusé le poste. Anne-Margrethe connaît enfin à nouveau le succès en 1965 avec The Cincinnati Kid, malgré ses déceptions. Elle a incarné une femme magnifique aux côtés de Steve McQueen dans ce film. Malgré un petit rôle, il a réussi et l'a aidé à retrouver sa réputation à Hollywood. Anne-Margrethe a rencontré Roger Smith alors qu'elle travaillait sur Once a Thief. Smith a acquis une notoriété en tant qu'acteur grâce à la série télévisée 77 Sept Sunset Strip. Il était aux côtés de Don Adams et Bill Cosby lors d'un concert au Hungry Eye Club de San Francisco. Lors de leur première rencontre, leurs fréquentations n'ont pas été bien accueillies par les parents d'Anne-Margrethe. Néanmoins, leur lien se renforça et en mai 1967, ils se marièrent. Anne-Margrethe a figuré dans 4 films en 1966. Made in Paris, une comédie romantique axée sur la mode, était son premier film. Les protagonistes masculins médiocres du film et son scénario épouvantable lui ont valu une mauvaise performance, même s'il était en tête d'affiche. Anne-Margrethe a fait une tournée USO avec Chuck Day et Mickey Jones plus tard cette année-là pour se produire devant le personnel américain au Sud-Vietnam et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Il s'agit d'un événement marquant qui démontre son engagement à aider les troupes. Elle a ensuite fait une apparition dans un rôle peu glamour, dans un remake de l'emblématique John Ford Western Stagecoach. Anne-Margrethe fait ensuite une apparition dans The Swinger. Sa carrière à Hollywood a failli souffrir de cette comédie mal considérée. Heureusement, elle a eu une parodie d'espionnage à succès mettant en vedette Dean Martin, Murderer's Row, pour compléter l'année 1966. Anne-Margrethe a fait ses débuts à Las Vegas en 1967 alors que sa carrière cinématographique était au point mort. Suite à ses fiançailles réussies, son mari, Roger Smith, a été promu manager. Elvis Presley a assisté à son concert avec son équipe et pour chacune de ses ouvertures à Vegas, Presley lui a apporté un bouquet de fleurs en forme de guitare. Le spectacle Anne-Margrethe, l'émission spéciale télévisée ultérieure d'Anne-Margrethe, a fait ses débuts le 1er décembre 1968. Il a été produit et réalisé par David Winters et avait des artistes invités Carol Burnett et Bob Hope. En raison du succès du programme, Hollywood with Love a produit une autre émission spéciale Anne-Margrethe. De plus, ce spectacle a reçu des distinctions et a été nominé pour un Primetime Emmy pour une chorégraphie exceptionnelle. Anne-Margrethe a continué à démontrer sa flexibilité dans les années 1970 lorsqu'elle s'est lancée dans des seconds rôles au cinéma. Elle a partagé la vedette avec Anthony Quinn et Sissy dans le film RPM de 1970, Joan Amat et compagnie. Elle a reçu un Golden Globe Award de la meilleure actrice dans un second rôle et une nomination aux Oscars pour sa performance dans le film Carnal Knowledge de 1971. Mais les années 1970 ont été une décennie difficile pour les célébrités féminines et Anne-Margrethe a eu du mal à retrouver son ancienne position de femme de premier plan.
Anne-Margret a connu un sérieux revers en 1972 lorsqu'elle est tombée alors qu'elle se produisait à Lake Tahoe. Elle a été grièvement blessée. Il comprenait une mâchoire, une pommette et un bras fracturés. Une chirurgie reconstructive du visage a été nécessaire pour ses blessures. Elle a fait beaucoup d'efforts pour se rétablir et remonter sur scène malgré les difficultés. Anne-Margret a persisté à trouver un équilibre entre les parties sérieuses du film et les performances live. Elle a partagé la vedette avec John Wayne dans The Train Robbers en 1973. En 1975, elle a également joué dans la comédie musicale Rock Tommy, pour laquelle elle a reçu de nombreux Golden Globes et une deuxième nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Elle a rendu un hommage télévisé spécial à Elvis Presley après avoir assisté à son enterrement en 1977. Elle a également joué dans des films comme Joseph Andrews et Magic à la fin des années 1970. Malgré sa considération, Olivia Newton-John a joué le rôle de Sandy dans le film Grease de 1978. La position d'Anne-Margret dans le monde du divertissement a été consolidée en 1973 lorsqu'elle a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. C'est au 6500, un Hollywood Boulevard, que vous trouverez son étoile. Anne-Margret est apparue dans diverses productions cinématographiques et télévisuelles au cours des années 1980. Elle a joué dans de nombreux films, dont Looking to Get Out, 1982, I Should to Be in Pictures, 1982 et Middle Age Crazy, 1980. Ses rôles dans des téléfilms, dont le film Who Will Love My Children de 1983 et la version 1984 de A Streetcar Named Desire, lui ont également valu des Golden Globes. La performance d'Anne-Margret dans Who Will Love My Children a été saluée par Barbara Stanwyck en 1983 comme l'une des meilleures qu'elle ait jamais vues. Anne-Margret a continué à jouer des rôles remarquables à la fin des années 1980, comme dans Les Deux Madame Granville, 1987, pour lequel elle a été nominée pour un Emmy, avec des rôles dans Orsons, 1991, Newsies, 1992 et Grumpy Old Men, 1993. Elle reprend sa carrière dans les années 1990, retrouvant Walter Matthau et Jack Lemmon. La lutte d'Anne-Margret contre l'alcoolisme a été documentée dans son autobiographie Anne-Margret My Story, publiée en 1990-4, The Flintstones in Viva Rock Vegas 2000, Touched by an Angel 2000, Law & Order Special Victims Unit 2010 et Ray Donovan 2014 faisaient partie des séries dans lesquelles Anne-Margret a continué à jouer tout au long des années 2000. Elle a également sorti des CD de gospel dont Private Life et a joué dans la comédie musicale texane The Best Little Whorehouse. Bien qu'elle soit connue pour son travail à Hollywood et dans le monde de la musique, ses fans et les médias ont également accordé une attention particulière à sa vie personnelle et à ses relations. L'acteur Roger Smith et son mari étaient les relations les plus importantes d'Anne-Margret. Lors d'une représentation live dans un club en 1965, ils se sont croisés pour la première fois. Même s'il était déjà un acteur connu à l'époque, la carrière de Roger Smith était sur le point de changer de cap. Il a commencé à superviser la carrière d'Anne-Margret en 1967. Leur partenariat commercial devient vite personnel. La date de leur mariage était le 8 mai 1967. Ils ont été mariés pendant 50 ans incroyables jusqu'au décès de Roger en juin 2017. Anne-Margret parlait fréquemment de leur lien solide et encourageant. Les gens se demandent souvent ce qui nous a permis de rester ensemble pendant près de 3 décennies. Non seulement d'être toujours mariés, mais aussi de nous aimer toujours beaucoup, a-t-elle écrit dans ses mémoires Anne-Margret, My Story, à propos de leur amitié continue. J'ai enfin compris. Je me concentre sur lui et il se concentre sur moi et aucun de nous n'est parfait. Nous continuons à nous disputer et à avoir des désaccords, mais heureusement, nous rions aussi beaucoup des mêmes choses. Anne-Margret a eu des relations avec un certain nombre de personnes bien connues avant son mariage avec Roger Smith. Eddie Fisher, chanteur et acteur bien connu des années 1950, a été l'un de ses premiers partenaires significatifs. Fisher était bien connu à la fois pour sa propre émission télévisée et pour ses chansons en tête des charts. Dans sa biographie, Anne-Margret a décrit Eddie Fisher comme étant très axé sur la famille, ce qui correspond à ses propres principes. Eddie lui a donné un chiot Yorkshire Terrier nommé Scooby, qui est devenu un élément précieux de sa vie, et ils ont eu plusieurs rendez-vous. Leur relation n'a pas duré malgré leur proximité, mais c'était un aspect important de sa première vie amoureuse. Lou Adler, un producteur de musique bien connu qui a eu un impact dans les années 1960 et 1970, était une autre personne avec laquelle Anne-Margret entretenait une relation amoureuse.
Adler était bien connu pour avoir produit le révolutionnaire Monterey International Pop Festival et pour ses collaborations avec des artistes tels que Carole King et les Mamas and the Papas. Anne-Margret l'appelait affectueusement Spunky, mais on ne sait pas combien de temps ils sont restés ensemble. Cela démontrait à quel point elle l'aimait lorsqu'ils étaient ensemble. Burt Sugarman, producteur de télévision et de cinéma, surtout connu pour le Midnight Special, était une autre relation importante. À l'âge de 19 ans, Anne-Margret et Sugarman se sont fiancés en 1962. Cependant, les fiançailles ont pris fin en raison de l'influence de ses parents et de ses propres inquiétudes quant à sa préparation au mariage. Dans ses réflexions ultérieures, Anne-Margret a déclaré qu'elle ne savait pas si Burt était l'homme approprié pour elle en ce moment et qu'elle se sentait dépassée par la perspective d'un mariage. Bo Bellinski, un lanceur de la Ligue majeure de baseball, dont on se souvient surtout pour sa brillante carrière avec les Angels de Los Angeles, était un autre partenaire romantique d'Anne-Margret. Après une série de matchs réussis, dont un sans coup sûr, Bellinski est devenu célèbre dans les médias. Malgré leur bref engagement, l'importance de Bellinski dans l'industrie du sport l'a rendu remarquable. De plus, il a été allégué qu'Anne-Margret était sortie avec sa costard de Pleasure Seekers Gardner McKay. La performance la plus connue de McKay était dans la série télévisée Adventures in Paradise. Leur temps ensemble a été inoubliable en raison de son charisme et du style de vie fastueux d'Hollywood. Enfin, Peter Brown, un acteur surtout connu pour avoir joué l'adjoint Johnny McKay dans la série télévisée Loman, était l'homme avec qui Anne-Margret sortait. Un tournant important dans la vie d'Anne-Margret a eu lieu lorsque Peter l'a emmenée avec sa famille à Disneyland et l'a exposée aux frissons des soirées et des premières hollywoodiennes selon ses mémoires. Quelle était la véritable histoire du roi ? Anne-Margret sortait avec le chanteur et acteur Eddie Fisher en 1963 lorsqu'elle a fini par travailler sur le tournage de Viva Las Vegas, un petit film dont vous avez peut-être entendu parler. Elvis Presley, l'icône par excellence du rock'n'roll, figurait dans cette comédie musicale de 1964. On pourrait supposer que rencontrer Elvis serait un événement passionnant semblable à la collision d'univers. Cependant, la première rencontre entre Anne-Margret et Elvis était en réalité quelque peu routinière. George Sidney a réalisé l'introduction qui était assez simple. George a présenté Elvis Presley à Anne-Margret, une charmante jeune femme. Il s'est ensuite présenté à Anne-Margret sous le nom d'Elvis Presley. Pour briser la glace, nous avons tous les deux ri et avons remarqué « J'ai beaucoup entendu parler de vous en même temps ». Les étincelles ont rapidement commencé à voler malgré le début informel. Anne-Margret se souvient avoir été agréablement surprise lorsqu'elle a rencontré Elvis. Elle a raconté l'incident dans une interview en 1990-4, disant que nous avions tous les deux ressenti une charge électrique qui nous traversait directement. Cela deviendrait une puissance incontrôlable. Il y avait évidemment un lien unique entre eux. Elle est considérée comme l'une des plus grandes performances d'Elvis Presley, en raison de la façon dont ils ont cliqué à la télévision. Ils étaient à même assurés de brûler l'écran dans la bande-annonce du film. The Lady Loves Me, You're the Boss et Today, Tomorrow et Forever sont les trois duos qu'Anne-Margret et Elvis ont enregistrés pour le film. Néanmoins, Only the Lady Loves Me a été intégré au montage final du film. Le colonel Tom Parker, le manager d'Elvis, craignait qu'Anne-Margret puisse éclipser Elvis, c'est pourquoi les deux autres ont été libérés plus tard après son décès. Il était également indéniable qu'il y avait une alchimie dans les coulisses. Entre les tournages, ils ont souvent été aperçus se tenant la main et disparaissant dans la loge d'Elvis Presley. Leur relation étroite a été soulignée par un journaliste d'Associated Press, qui a également fait une déclaration sur leurs repas privés réguliers ensemble. Elvis et Anne-Margret ont découvert qu'ils avaient de nombreuses caractéristiques comme un besoin de solitude, l'amour de la famille et une passion pour la moto. Ils sont tombés amoureux tout de suite. Dans son livre de 1990-4, My Story, Anne-Margret a parlé de leur relation et les a comparés à des âmes sœurs. Nous étions des âmes sœurs, timides à l'extérieur mais sauvages à l'intérieur. Elvis et Anne-Margret étaient évidemment des individus forts à part entière, dotés d'un charme et d'un pouvoir de star incontestable. Ils semblaient être destinés à être ensemble, mais les choses n'ont pas toujours été faciles. Elvis et Anne-Margret étaient des gens extrêmement passionnés et leur forte personnalité s'affrontait parfois. Anne-Margret a reconnu qu'ils avaient tous deux tendance à vivre à la limite et à adopter un comportement autodestructeur. Cela a rendu leur relation difficile, en particulier parce qu'Anne-Margret n'était pas l'épouse la plus obéissante qu'Elvis souhaitait. La romance, cependant, n'a pas enthousiasmé Priscilla Presley qui avait hâte d'épouser Elvis. Elle a décrit ce qu'elle a ressenti en découvrant le lien entre Elvis Presley et Anne-Margret dans sa biographie de 1985, Elvis and Me. Enragée, elle jeta un vase contre le mur,
En raison de l'intense animosité entre Priscilla et Elvis, le colonel Tom Parker a poussé Elvis à épouser Priscilla. Les proches d'Elvis et d'Anne-Margret étaient au courant de leur idylle. Certaines personnes proches d'Elvis ont même supposé qu'il aurait été épargné de certains de ses combats ultérieurs contre la dépendance s'il était resté avec Anne-Margret. D'autres, en revanche, pensaient qu'Elvis aurait préféré Priscilla à Anne-Margret quelle que soit leur relation puisqu'il préférait une épouse moins exigeante. Elvis a commencé à se détourner d'Anne-Margret lorsqu'il est devenu évident que leur histoire d'amour ne pouvait pas durer. Elle a été dévastée lorsqu'il a cessé de répondre à ses appels. Elvis a néanmoins persisté à exprimer son amour pour Anne-Margret à sa manière. Pour le reste de sa vie, il lui enverra des compositions florales complexes sous forme de guitare, en particulier lors de la soirée d'ouverture de chacune de ses représentations à Las Vegas. Priscilla est devenue la reine de Graceland après qu'Elvis l'ait épousée à Las Vegas le 1er mai 1967. Anne-Margret a épousé Roger Smith au Riviera Hotel de Las Vegas le 8 mai 1967, une semaine plus tard. Plus tard, Anne-Margret a déclaré qu'elle avait sangloté tout au long de son mariage parce qu'elle était bouleversée et un peu déçue par le résultat. Même après la fin de leur liaison, Elvis et Anne-Margret sont restés proches. Ils avaient un lien fort qui ne s'est jamais vraiment dissous. Elvis n'a pas offert à Anne-Margret le bouquet habituel le 15 août 1977 alors qu'elle jouait au Hilton. Elle a été attristée lorsqu'elle a découvert plus tard dans la journée qu'Elvis était décédé. Elle a exprimé à quel point Elvis comptait pour elle dans ses mémoires, en réfléchissant à leur relation et à l'agonie de leur séparation. Nous espérons que cet aperçu de la vie remarquable d'Anne-Margret et de sa relation durable avec Elvis Presley a été agréable. Ses réalisations et le fait qu'elle ait finalement divulgué ses informations intimes sur leur temps ensemble sont tout à fait remarquables. Pour plus d'histoires sur vos célébrités préférées et leurs voyages incroyables, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne si vous aimez cette vidéo. S'il vous plaît, partagez vos réflexions avec nous. Dites-nous ce que vous pensez des révélations d'Anne-Margret dans la section commentaires ci-dessous. Profitez du charme d'Hollywood et des contes qui le rendent de si unique. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.